Notre prochain invité, un autre petit gars de La Fontaine, Daniel Marchildon, qui revient d'un trip de fou sur le train, à écrire un roman dans un temps record. Il est revenu, sain et sauf, content de l'avoir parmi nous. Alors lui va nous transporter dans une autre époque, une autre époque de notre histoire, dans notre 400 ans. Une époque qu'on n'aime pas tellement nommer, parce que c'est pas le fun. C'est pas le fun de faire dire qu'on s'est fait battre, hein, qu'on a été conquis. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, c'était le 250e de la bataille des plaines d'Abraham. Avez-vous eu connaissance? Hein? Il y a quelques années. Puis là, toute une histoire. On fête ça. Tu sais, on a mangé une maudite, on va-tu fêter ça? Tu sais? Puis là, tu avais le gouvernement, c'était un gouvernement libéral dans le temps qui disait « Ah, les péquistes voulaient faire de la propagande. » Le gouvernement n'a pas mis une scène là-dessus. C'est les artistes, encore les artistes, qui ont ramassé le plat, puis qui ont fait une célébration qui a été incroyable. Mais tout ça pour dire que c'est un point délicat dans notre histoire. Tu sais, on est là après 400 ans à se branler le drapeau pour dire qu'on est encore là. Mais il y a eu des curves, mettons, dans l'histoire, puis ça, c'en est une. Alors, le roman de Daniel, Le sortilège de Louisbourg, est dans cette époque-là. En passant, les livres dont on parle sont en vente en arrière, là, près de la porte. J'achève de le lire, le sortilège. J'ai essayé de le finir pour recevoir Daniel, je te le jure. C'est un bijou de détails historiques. C'est vraiment, pour quiconque s'intéresse à cette époque-là, ce livre-là va devenir, si ce n'est déjà fait, il va devenir incontournable. Okay? Parce que vraiment, c'est une mine d'informations, bien moins plate que les frères des écoles chrétiennes. Alors, on va demander à l'auteur, sans plus tarder, de venir nous en parler. Daniel Marchildon, que voici. Bonsoir. Un grand plaisir d'être de retour parmi vous après justement ma cavale sur le train, qui a été une expérience tout à fait hallucinante. Le sortilège de Louisbourg, bien, c'est évidemment l'histoire de Louisbourg. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà eu la chance de se promener au Cap-Breton et visiter ce site historique-là? Quelques personnes. Super. Alors, vous savez que c'est un endroit vraiment féerique. C'est un site historique donc, qui a été reconstitué à partir des ruines de la vieille forteresse. Louisbourg a existé entre 1713 et 1758. Après que les Anglais l'ont pris pour la deuxième fois en 1758, en 1760, ils ont complètement dynamité la place. Il restait presque rien. Mais les fouilles ont permis de reconstituer un quart de la forteresse. Et donc, c'est ce qu'on peut visiter aujourd'hui. Il y a 50 édifices. On peut se promener là. Et puis, moi, j'y suis allé là pour la première fois en 1995. Et quand j'ai visité cette place-là, j'ai tout de suite senti, c'est au bord de la mer. C'est très spécial parce que c'est un des rares sites historiques qui est vraiment éloigné de toute autre habitation moderne. Alors, on se sent vraiment transporté dans un autre siècle. Et quand je me suis trouvé là, je me suis dit, Daniel, il faudrait vraiment que tu écrives une histoire au sujet de cette place-là. Bien comme ça me prend bien du temps, des fois, à aboutir dans certains de mes projets, il a fallu plusieurs années avant que j'aboutisse à écrire un livre au sujet de Louisbourg. Et donc, c'est 15 ans plus tard que j'ai entamé de la recherche. Et là, quand j'ai entamé la recherche, bien, j'ai découvert plein de choses sur le site que j'ignorais. Puis là, c'était pas juste le sentiment que la place m'avait donné, mais c'était également l'information que j'apprenais sur l'endroit qui était fascinant. Et puis, au fur et à mesure que j'avançais là-dedans, je trouvais l'histoire de plus en plus prenante. C'est une histoire qu'on ignore largement, parce que Louisbourg, d'abord, ça ne fait pas partie de la Nouvelle-France qui faisait partie du Québec. Alors, les historiens québécois n'en parlent pas. Les historiens français ne sont pas tellement intéressés d'en parler parce que, bon, évidemment, ça a été pris 2 fois par les Anglais. Et donc, c'est considéré un peu comme un échec.
Les Acadiens, ben, même si c'est sur leur territoire, c'était une forteresse française. Et la plupart des habitants de Louisbourg étaient des Français. Ils venaient de la France. Alors, ils ne faisaient pas vraiment partie du peuple acadien. Et pour cette raison-là, les historiens acadiens ne s'intéressent pas énormément à Louisbourg non plus. Alors, c'est un peu un trou noir dans notre histoire. Mais par contre, c'est un endroit qui est vraiment important pour notre histoire. Parce que, d'abord, c'était un endroit stratégique. C'était entre une espèce de triangle commercial, donc entre les Antilles et puis la métropole française. Alors, beaucoup de bateaux passaient par là. Énormément de commerce. Et la pêche de la morue était l'industrie principale de la place. Les administrateurs français se plaignaient tout le temps que la forteresse de Louisbourg leur coûtait très cher. Et effectivement, la France a investi 20 millions de livres pour bâtir et puis entretenir Louisbourg. Mais la pêche a rapporté entre 3 et 4 fois le montant d'argent qui a été investi dans la forteresse. Alors finalement, ça a quand même été un bon investissement. Les 3 périodes de Louisbourg, finalement, sont les périodes qui précèdent le premier siège, entre 1713 et puis 1744, où Louisbourg a vraiment atteint son apogée. Et le site historique qu'on peut visiter aujourd'hui, c'est une représentation de Louisbourg, du moins un quart de Louisbourg, tel que ça serait paru en 1744. 1745, les Anglais arrivent, ils réussissent à prendre la forteresse, qui était réputée imprenable. Et puis ensuite, ils s'installent pendant 2 ans, ils occupent la place. Et ensuite, les Français reviennent. Et c'est là où mon roman reprend le fil, en 1749, quand les Français reviennent à Louisbourg. Et ils vont vivre cette prochaine époque, donc, qui se passe entre 1749 et 1758, et la deuxième chute de Louisbourg. Moi, quand j'écris un roman historique ou quand je me penche sur un projet de roman historique, je suis un peu un détective. Je me faufile dans les archives, je regarde des documents, j'essaie de trouver les choses intéressantes à raconter, la vraie histoire, la grande histoire, mais aussi la petite histoire. Et à Louisbourg, il y a plein de petites histoires comme ça. Des mystères, en fait, des choses qui sont arrivées, mais qu'on ne sait pas exactement pourquoi ils sont arrivés. Et un de ces mystères-là, ça m'a donné justement l'idée de partir le roman. Je vais vous lire un premier petit extrait qui est basé sur ce mystère. Le 23 juillet 1749. On se sait plus en temps de guerre, même si la paix régnait. Sur le quai de la forteresse de Louisbourg, des militaires et des civils anglais couraient dans tous les sens. Au bout du quai, dressés en rang bien ordonné dans leurs uniformes bleus et gris, les troupes du roi français, avec à leur tête le gouverneur Charles Desherbiers, de la Radière. Il y a vraiment des beaux noms à Louisbourg. Hein? Beaucoup des noms que je mets dans le roman sont des noms de personnes qui ont vraiment existé. Donc le gouverneur Charles Desherbiers de la Radière attendait impatiemment. De leur côté, les occupants anglais, vêtus de leurs tuniques rouges, s'exaspéraient. Entre les deux troupes, les civils, dans leurs habits sombres et sales, se ruaient comme des rocs quittant un navire. Même si les deux détachements n'étaient pas là pour se confronter, une vive tension flottait dans l'air. Au milieu de ce branle-bas houleux, un bébé d'à peine 3 mois gigotait sous les couvertures au fond d'un panier qu'on venait de déposer par terre. Soudain, le pied d'un des hommes d'armes britanniques le heurta négligemment. Propulsé jusqu'au bord du quai étroit, le panier tournoya comme si une collaboration, ou plutôt, voyons, on se trompe de page, on va un peu trop vite, dangereusement comme s'il arrivait peu à peu, pas à se décider entre s'arrêter ou plonger dans la mer. Le soldat pressé ne s'y attarda guère. Le panier qui tournait comme une toupie attira les yeux d'un garçon de 4 ans à la remorque de sa mère pressée. Curieux, l'enfant s'approcha du panier, l'empoigna par son anse, mettant ainsi abruptement fin à la danse. Sa mère, d'humeur massacrante, lui cria de lâcher prise et il obéit. Quelques secondes plus tard, la voix aiguë du bébé retentit dans l'air. Ces cris, enterrés par l'agitation générale, durèrent plus de 20 minutes. Le nourrisson, même s'il n'avait pas la notion du temps, sentait que jamais auparavant, ses supplications n'étaient restées aussi longtemps sans réponse. Ce constat lui inspirait, en son fort intérieur, un tourment que, plus tard, il apprendrait à nommer la peur. Et effectivement, à Louisbourg, quand les Français sont arrivés pour reprendre la forteresse, il y a un bébé
qui a été abandonné par les occupants anglais sur le quai. On ignore vraiment la suite de l'histoire de cet enfant-là, mais si vous lisez Le sortilège de Louisbourg, ben, vous l'allez l'apprendre. Donc, le détective j'ai réussi à proposer une explication finalement à ce phénomène, ce mystère qui existe à Louisbourg jusqu'à ce jour. Au cours de ma recherche au sujet de Louisbourg, l'autre aspect de la place qui m'a fasciné, c'était que Louisbourg, contrairement à le reste de la Nouvelle-France, c'était vraiment une société cosmopolite. Parce qu'il y avait des Français, bien sûr, il y avait les Acadiens, mais il y avait également des gens qui venaient d'un peu partout. Il y avait des pêcheurs basques, des différents pêcheurs qui venaient de Terre-Neuve, par exemple, de d'autres régions de la France. Alors, il y avait un mélange. Il y avait les militaires aussi. Donc, c'était une ville-forteresse. Il y avait une forteresse, donc, qui est occupée par le militaire et une population civile qui atteignait environ 2000-2500 personnes qui vivaient dans ce village-là. Alors, tous ces gens se mêlaient. Il y avait des gens qui venaient des Antilles, tous ces bateaux qui transportaient beaucoup de rhum qui venaient des Antilles. Alors, tous ces gens se mêlaient à Louisbourg et ça formait une société vraiment différente. L'autre aspect qui est surprenant, qui m'a étonné dans ma recherche, c'est qu'à Louisbourg, il y avait des esclaves. Et on sait qu'en Nouvelle-France, il y avait des esclaves noirs, mais il y avait également des esclaves autochtones, des esclaves de Première Nation, des gens que les Français nommaient les Panis. Et les Panis, c'est une déformation d'un nom d'une nation autochtone, les Pawnee, qui venaient donc de l'intérieur du continent. Et ces gens-là avaient été capturés et ensuite vendus en esclavage aux Français. Alors, il y avait tous ces gens à Louisbourg, donc, qui formaient cette société qui était cosmopolite, assez différente, particulière pour la Nouvelle-France. Donc, c'est un aspect qui m'avait beaucoup fasciné. Et quand j'étais en train de regarder mes personnages, j'essayais d'imaginer comment tous ces gens pouvaient interagir entre eux, et puis les différentes situations. Et Louisbourg était également riche en conflits. D'abord, le premier conflit, on parle des femmes en Nouvelle-France. À Louisbourg, il y avait une pénurie de femmes, parce que pour chaque homme, c'est-à-dire pour chaque femme, il y avait 6 hommes. Alors, c'est pour dire qu'elles avaient l'embarras de choix. Les femmes pouvaient choisir, il y avait plusieurs soupirants, plusieurs possibilités de ce côté-là. Mais par contre, les démarcations sociales, c'est-à-dire les classes sociales qui existaient, ne permettaient pas facilement pour les gens d'aller d'une classe à l'autre. Et dans mon roman, qui est un roman d'amour finalement, dans un contexte de guerre, parce que la guerre de 7 ans arrive et la forteresse sera assiégée une deuxième fois en 1758, mes 2 personnages principaux sont un autre Mathurin Le Mordant, un jeune lieutenant français, et Josette Guillon. Mathurin Le Mordant, c'est un personnage inventé, tandis que Josette Guillon, c'est une femme qui a vraiment existé à Louisbourg. On ne connaît pas grand-chose à son sujet, mais les Guillon, c'est une famille qui a vécu toutes les époques de Louisbourg, depuis le début de 1713 jusqu'à 1758 et même après. Donc, c'est pour ça que je me suis inspiré de cette famille pour créer ce personnage et puis cette relation donc entre Josette et puis le lieutenant. L'autre aspect de Louisbourg, donc, les conflits n'étaient pas juste des conflits donc, entre les différentes armées, c'était des conflits dans la vie civile. Souvent, les gens avaient des démêlés entre eux. Il y avait des procès. À Louisbourg, il y a eu énormément de procès entre des partis civils où on contestait différentes choses, parfois des questions d'argent. Mais un procès qui m'a fasciné et que j'ai inséré dans mon roman, c'était un procès au sujet des mauvais traitements d'un enfant. Alors, ce que je rapporte dans le procès, c'est des choses qui ont vraiment été notées pendant le procès, mais j'ai inséré également mes 2 personnages du roman qui se trouvent dans ce procès-là. Alors, le procès se déroulait donc le 29 mai 1752. Alors, j'ai vu la veuve Auger lui flanquer une raclée à coups de pied et à coups de poing. Celle qui témoignait, la veuve Droit, regarda d'abord Thérèse Auger dans les yeux et ensuite le juge Laurent de Dominger de Mérac. Selon la coutume à la ville-forteresse, les sessions du bailliage se tenaient dans la maison du juge. Le magistrat aurait préféré recevoir des amis dans cette chambre plutôt qu'écouter ces témoignages troublants. L'entassement des gens dans cette pièce et les révélations dérangeantes échauffaient les esprits. Le juge dévisagea Madame Auger, accusée par Jean-Baptiste Guillon, le tuteur subrogé de Catherine Colère, de maltraiter sa petite fille. La femme de 69 ans
n'en était pas à sa première comparaison au bailliage. Cependant, jamais elle n'avait eu à répondre à des accusations d'être une grand-mère dénaturée. Aussi, elle restait impassible au cours des témoignages décrivant les sévices infligés à la fillette de 8 ans. Ébranlé, le juge s'efforçait de masquer ses sentiments, même si son irritation, tout comme son écoute exceptionnellement attentive, trahissait son émotion. Le magistrat autorisa la veuve Droit à quitter la barre. Ensuite, il indiqua à Jean-Baptiste Guillaume de faire monter son prochain témoin. Très nerveuse, Rosalie Lapani commença son assermentation. Or, la veuve Auger s'insurgea. « C'est une esclave, ma seigneurie, et une sauvagesse en plus. Comment peut-elle prêter serment devant notre Dieu? » Le juge réfléchit et étudia le visage de la jeune femme. La situation le mettait dans l'embarras. En effet, il naviguait dans des eaux inconnues. « Rosalie, vous êtes une Pani, n'est-ce pas? » La femme répondit par l'affirmative. « Et vous pratiquez quelle religion? » Le regard inquiet de Rosalie parcourut la salle. « Celle de mon maître. »« Alors, vous êtes catholique? » Rosalie hocha la tête de façon affirmative. « On la voit tout le temps à la messe. » Cette observation de la veuve Droit fut corroborée bruyamment par d'autres, ce qui poussa le juge à demander le silence avant de trancher. Le serment de Rosalie était valide. Lapani fut soulagée. Sa déclaration était vraie. Elle pratiquait la religion catholique que lui imposait son maître. La question de savoir si elle y croyait vraiment était une toute autre affaire. Elle restait attachée aux croyances de ses ancêtres, même si elle se gardait d'en parler à quiconque. D'ailleurs, toute cette question de discipliner les enfants la dépassait. Chez son peuple, on ne châtiait jamais les petits de cette façon. Le juge l'invita à parler. Elle expliqua qu'en tant qu'esclave et domestique chez Jacques Prévost, elle devait effectuer un grand nombre de courses pour se maisonner, ce qui l'amenait à circuler fréquemment dans les rues de Louisbourg, y compris devant la cour de la maison Auger. J'ai souvent vu la petite fille dehors dans un baril. Une fois, la veuve Auger était à ses côtés et la frappait avec une fourchette. Malgré les cris d'indignation, la veuve Auger maintenait son calme en secouant la tête en signe de négation. Le témoignage de Rosalie s'acheva sur cette note accablante. Jean-Baptiste Guillaume convoqua ensuite le lieutenant Mathurin Lemordant. Le militaire, qui s'était jusqu'alors tenu discrètement près de l'entrée de la pièce, se fraya un chemin entre les gens jusqu'à la table du juge où le greffier lui fit prêter serment. Avec ce témoin, le plaignant réalisait un coup magistral. La voix d'un officier dans cette affaire aurait plus de poids que celle des civils. Le juge pourrait soupçonner les simples citoyens de la ville, connus pour leur tendance à colporter des rumeurs les uns contre les autres, par jalousie, par méchanceté ou encore par vengeance, de biaiser leur témoignage. Lemordant représentait une source crédible, indépendante et sans attache à ce nid de vipères. J'ai vu à plusieurs reprises, témoigna le lieutenant d'un ton posé et calme, la petite Catherine Colère attachée à un piquet dans la cour de Mme Auger, notamment par de grands froids. Un silence suivit cette déclaration. « Il dit ça pour faire plaisir à son futur beau-père, hurla Thérèse Auger, qui passa à l'attaque. Tout le monde sait qu'il va marier Josette. Pour avoir la plus belle fille de Louisbourg, le lieutenant vous raconterait n'importe quoi. » Quelques personnes laissèrent échapper des rires vite étouffés. Néanmoins, le coup porta, autant chez le témoin que chez le juge, de nouveau embêté. Le magistrat, pour illustrer clairement son impartialité et établir que le témoin n'avait aucun intérêt dans cette affaire, se résigna à questionner le militaire. « Lieutenant Lemordant, est-il question de mariage entre vous et mademoiselle Guillaume? » Le visage de Josette, assise derrière son père, devint exsangue. Elle sentit tous les yeux se braquer sur elle et n'osa pas regarder Mathurin Lemordant, qui luttait pour conserver sa contenance. « Mademoiselle Guillaume et moi... » Constatant qu'il avait mal commencé sa phrase, il se prit. « Il n'y a aucune promesse de mariage entre mademoiselle Guillaume et moi. » Quelques personnes dans la salle émirent des exclamations. « Silence !» hurla le juge exaspéré. Après quelques secondes, Demeyrac se déclara satisfait de la réponse de Mathurin Lemordant et lui demanda s'il voulait ajouter autre chose à son témoignage.
Le lieutenant répondit non, quitta la barre et, les yeux fixés sur la sortie, s'y dirigea en vitesse. J'ai dit la vérité, mais je suis un menteur. La pensée martela son esprit comme une récrimination tout au long de sa marche empressée jusqu'à la caserne. Alors, cette histoire d'amour, c'est une histoire d'amour impossible entre un officier français et puis une jeune acadienne de la place de Louisbourg. C'est une des nombreuses difficultés donc que ce couple va devoir affronter, en plus de la guerre qui va venir plus tard. Cette société civile à Louisbourg, elle est fascinante aussi à bien d'autres égards, parce que il y a tout ce mélange de gens, toutes ces contestations entre les civils et les militaires, souvent des chicanes même qui se prennent entre les partis civils et puis les militaires. Donc il y a une vive tension qui existe dans la place, une tension donc qui est toujours là, toujours présente. On ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. D'autres aspects de ma recherche qui m'ont vraiment fasciné, c'était tout l'aspect naval de Louisbourg. Un très grand port de mer, très important aussi. Et puis, en 1757, quand il y a la guerre, à un moment donné, on va retrouver devant Louisbourg une flotte anglaise. Et puis, à l'intérieur de la baie où se trouve Louisbourg, il y a également une flotte française. Et puis, les dizaines de bateaux qui s'affrontent à ce moment-là, ils ne se battent pas, mais ils se contemplent l'un l'autre. C'est la plus grande flotte, la plus grande confrontation navale qui a jamais eu lieu en Amérique du Nord. Même si ce n'est pas vraiment quelque chose qui est mentionné souvent. Mais le nombre de bateaux qu'il y avait là, ce jour-là, ça n'a jamais été vu, encore une fois, dans l'histoire de l'Amérique du Nord. Et j'ai découvert, quand je faisais la recherche, un lien personnel, avec les gens d'ici d'ailleurs aussi. C'est qu'un des bateaux qui se trouvait là, à Louisbourg, s'appelait le Héros. Et ce bateau, qui se trouvait à Louisbourg dans les années 1750, qui en fait voyageait là assez souvent, avait transporté mon ancêtre, René Marchelidon, en 1736 à Québec. Alors, tous les ancêtres donc, des Marchelidon en Amérique du Nord, leur ancêtre, René Marchelidon, donc, est passé à travers ce bateau-là. Alors, quand j'ai découvert que ce bateau-là avait passé à Louisbourg, ben là, évidemment, c'était un lien intéressant. Puis, que le bateau ait participé à un combat naval épique, ça rendait la chose encore plus fascinante pour moi. Je vais vous lire un autre petit extrait de l'histoire d'amour qui se passe entre Mathurin et puis Josette. Le 15 août 1752, à pas de loup, Josette se rendit jusqu'à la cuisine, lentement, en prenant bien soin de s'orienter dans la noirceur. Elle attendait cette heure depuis le coucher du soleil, suivi du son du tambour battant l'assemblée des soldats. Elle s'assura que son arme, le couteau de chasse de son père, était bien rangé dans la poche de sa robe. Avec une patience infinie, elle se guida à tâtons jusqu'à la porte qu'elle ouvrit sans faire de bruit. Dehors, elle entendit le doux clapotement de la vague contre le quai du roi. Elle prit une profonde respiration. L'odeur fétide du poisson, moins pestilentielle qu'en plein jour, flottait toujours dans l'air. Lors d'une rencontre au hasard avec Bois sans soif, Joseph avait appris que Mathurin le Mordant serait, ce soir, l'officier affecté à la ronde de nuit. Elle pourrait donc le surprendre seul au cours de cette pérénigration d'un poste de garde à l'autre. Il n'y aurait pas de témoin. Elle était bien préparée et sa volonté ne fléchirait pas. Était-ce le courage ou le désespoir qui la guidait? Elle l'ignorait. Mais cette nuit, elle passerait aux actes, peu importe les conséquences. Mathurin le Mordant poussa un long bâillement. Il avait hâte de retrouver son lit, si dur et misérable soit-il. Il se frotta les yeux pour tenter de se donner un peu de vigueur. Jamais il ne s'habituerait à ces rondes de nuit. Au moins, la soirée était belle et douce, pas comme les nuits cruelles de l'hiver. Il franchit les quelques pas le séparant de la guérite de la porte Dauphine. « Qui va là? » L'officier s'estimait quand même heureux de pouvoir se promener entre les 5 postes de garde, contrairement aux sentinelles obligés de faire les 100 pas des heures durant. Le lieutenant Le Mordant, le duc d'Orléans. La sentinelle se mit au garde-à-vous en entendant le mot de passe pour la nuit. L'officier pénétra dans le poste de garde où un petit fanal était posé sur une table à côté d'un cahier ouvert. « Rien à signaler, vive l'amour? »« Non, mon lieutenant. » Le Mordant apposa sa signature dans le cahier indiquant ainsi qu'il avait inspecté le poste de garde
et alla s'entretenir avec vive l'amour un jeune gaillard de 18 ans. « Tu tiens bon? » Le caporal répondit par l'affirmative. Le travail de guet était la tâche la plus difficile du soldat. Longue, ennuyeuse, fatigante et presque toujours inutile. En temps de paix, les factions servaient principalement à prévenir les vols et à mater les désordres. Ce soir, si des délits se tramaient dans la ville de Louisbourg, le voile de la nuit paisible les dissimulait. Le lieutenant s'enquit auprès du caporal de son lieu d'origine. Vive l'amour lui parla un moment de la ferme de ses parents dans les environs de Rochefort. Le profond silence invitait les deux hommes à chuchoter presque. La conversation les tint éveillés. Le Mordant songea à demander au jeune homme pourquoi il s'était enrôlé, mais ses instincts d'officier l'arrêtèrent. Pas trop de familiarité avec les simples soldats, se rappelait-il. De toute façon, la réponse, il la connaissait. Comme tant d'autres, vive l'amour était dans l'armée, faute d'une meilleure option. Je vais poursuivre ma ronde. Les deux hommes échangèrent un salut militaire. Le lieutenant s'éloigna tranquillement, rien ne le pressait. Il passa devant le magasin du roi et constata que tout était tranquille. Une soirée aussi magnifiquement claire et sans lune le ravissait. Au moment de s'engager dans la rue Toulouse, le Mordant eut comme une sorte d'appréhension. Les ténèbres entre les édifices lui parurent subitement menaçantes. Il porta sa main sur la garde de son épée. Pourtant, il ne voyait personne et aucun voleur n'aurait osé s'attaquer à un officier en train de faire une ronde de nuit. Lieutenant Mordant. Sa main toujours sur son arme, il suivit la voix qui venait de chuchoter son nom depuis un étroit passage entre deux bâtiments. « Qui est-ce? Montrez-vous » Il discerna alors la silhouette d'un vêtement ample. « Josette » murmura-t-il en se précipitant vers elle. De ses deux mains, elle l'entraîna vers le fond de l'allée. Dans l'obscurité, Mathurin distinguait son visage, mais pas assez nettement pour le lire. Reflétait-il de la haine, de la peur ou de la rancœur? Soudain, Josette s'élança vers lui. Le Mordant se raidit et eut le souffle coupé. Et moi aussi d'ailleurs, donc je vais m'arrêter là. En terminant, je ne sais pas s'il y avait des questions au sujet de Louisbourg ou le sortilège de Louisbourg. On sait rien sur le sortilège. C'est quoi? On n'apprend rien. Sur le sortilège, oui, ben on apprend, en fait, c'est moi qui ai inventé le sortilège de Louisbourg, mais dans mon esprit, il y a comme un sortilège sur la place parce que il y a tellement de choses qui vont mal. Et c'est un sortilège donc qui affecte l'amour. On voit que c'est un amour qui va être difficile, impossible même dans le contexte de la forteresse. Et puis également tous les revers que la forteresse va subir à cause de la guerre. Ça aussi, ça fait partie, je pense, du sortilège qui existait sur Louisbourg. Mais en fait, dans le roman, à un moment donné, c'est explicité qu'il y a une espèce de sortilège qui existe là. Alors, je vais vous raconter une dernière petite chose, un mystère que j'ai essayé d'élucider. Quand j'ai eu l'occasion de continuer ma recherche, puis je suis retourné à Louisbourg en 2011, j'ai pu rencontrer l'archéologue qui avait fait les fouilles à Louisbourg. Et puis il m'a raconté à un moment donné que quand il faisait les fouilles des latrines, ils ont découvert une épée d'un officier français dans les latrines à Louisbourg. Ils n'ont aucune idée de comment ça se fait que ça aboutit là. Et puis moi, je me suis penché sur ce mystère-là. Et dans le sortilège de Louisbourg, on apprend qu'est-ce que ça fait là. Merci beaucoup.